Écoutez attentivement, car ce que je vais vous raconter n'était jamais destiné à être prononcé à voix haute. Dans l'hiver glacial de 1857, dans un coin tranquille du département de la Seine-Maritime, en Normandie, France, des roses fleurissaient, tandis que tout le reste se fanait jusqu'à l'os et la cendre. Leurs pétales brillaient comme des plaies fraîches. Leur fragrance, épaisse, écœurante et presque assez douce pour faire s'évanouir les étrangers, flottait dans l'air froid comme le souffle de quelque chose qui n'aurait pas dû être vivant. Et elles étaient nourries, non pas avec de l'eau, ni avec les bienfaits naturels du sol, mais avec les vies de 11 jeunes femmes qui disparurent à l'intérieur de la maison, aux piliers blancs appelés Saulvans. La plupart du monde n'entendit jamais leur nom. Les registres du département les listent simplement comme des servantes décédées. Aucune enquête, aucun enterrement, aucune justice. Car Madame Élisabeth Duval n'était pas une veuve ordinaire. C'était une femme qui avait tout perdu. Et dans ce vide noir de chagrin, elle prit une décision si monstrueuse qu'elle réécrivit les lois mêmes de la nature autour d'elle. Dans les jours suivant l'effondrement de son mari Jacques dans son entrepôt de tabac, quelque chose en elle se brisa. Les pleureurs la virent s'agenouiller seule près de sa tombe longtemps après que tout le monde fut parti, déchiquetant des pétales de rose de son bouquet de mariage et les pressant dans le sol avec des doigts tremblants. Ils pensèrent que c'était du chagrin. Ce n'était pas le cas. C'était une graine. L'obsession d'Élisabeth pour la préservation de la beauté avait toujours fait l'objet de murmures. Elle pouvait inciter les arbres à fleurir hors saison, raviver des plantes mourantes rien qu'avec son toucher, parler au sol comme une mère murmurant des berceuses. Mais après la mort de Jacques, cette dévotion se transforma en quelque chose d'autre. Elle renvoya la plupart des ouvriers agricoles, ne gardant que de jeunes servantes entre 16 et 25 ans. Elle cessa de manger avec le personnel, cessa d'assister à l'église. Elle passait ses nuits seule dans le jardin, marchant entre les roses sous la lune, leur murmurant, riant parfois comme si elle répondait à des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis un matin de novembre, la première fille tomba. Sophie Moreau, 17 ans, irlandaise, discrète et désespérée, d'envoyer des salaires à sa famille affamée. Elle s'effondra parmi les rosiers juste avant l'aube, ses mains tachées d'un cramoisi profond. Le personnel pensa que c'était du sang. Ce n'était pas le cas. Le docteur Sébastien Lefebvre, appelé trop tard pour la sauver, l'appela une substance non identifiée. Élisabeth l'appela son essence. Cette nuit-là, après l'enterrement, Marie Leclerc, la gouvernante en chef, observa depuis la fenêtre de son grenier, tandis que Madame Duval creusait dans la tombe de Sophie avec une bêche en argent. Elle transporta la terre de la tombe vers les roses, la berçant dans ses bras comme un enfant. Quand Marie la confronta le lendemain matin, Élisabeth ne nia pas. Au lieu de cela, elle sourit, un sourire froid et lumineux qui n'atteignait pas ses yeux, et dit « La mort nourrit la vie, Marie. Tout ce qui est beau exige un sacrifice. » En décembre, les roses étaient de si grandes et vibrantes qu'elles semblaient irréelles, comme quelque chose peint sur le monde plutôt que poussé de lui. Des visiteurs venaient de Rouen, de Paris, même de Lyon pour voir le jardin miraculeux de Saulvans. Ils louaient Madame Duval comme un génie, une pionnière, une artiste. Ils ne demandaient jamais pourquoi les jeunes servantes maigrissaient, ou pourquoi le matin les roses brillaient parfois comme si elles étaient humides de rosée, alors qu'ils n'avaient pas plu depuis des semaines. C'est ainsi que cela commença, avec une mort et un secret enterré dans le sol comme une malédiction. Et tandis que l'hiver s'approfondissait, sa faim aussi, car une fois qu'elle a pris le prix de la beauté, Élisabeth Duval ne cessa jamais de le payer. Elle apprit simplement à faire payer les autres pour elle. À l'aube de 1858, Saulvans avait changé. La maison était toujours immaculée, les colonnes blanches luisant, les grilles en fer poli, et la vaste véranda drapée de la même lierre riche et vert que Jacques Duval avait plantée 20 ans plus tôt. Mais la vie à l'intérieur s'était tue. Le rire des servantes qui flottaient autrefois des quartiers des domestiques avait cessé. Les feux de la cuisine brûlaient bas, les repas se réduisant à une bouillie mince et du pain dur. Il n'y avait pas de musique, pas de prière, seulement le bruit du vent peignant les rosiers et les pas calmes et délibérés de Madame Duval tandis qu'elle se déplaçait entre eux avant l'aube, journal en main, murmurant ses observations dans l'air froid comme une prêtresse chuchotant au-dessus d'un autel. Les roses étaient maintenant des choses impossibles. Elles fleurissaient hors saison, leurs pétales épais comme du velours et rouges si profonds qu'ils étaient presque noirs. Les visiteurs disaient qu'elles brillaient faiblement sous la lune, comme des braises enterrées dans le sol. Même le gel ne pouvait les toucher, et leur fragrance douce, lourde, presque narcotique, s'accrochait à tout, qu'aux vêtements des servantes, aux rideaux de la maison, même au souffle de quiconque s'attardait trop près d'elles. Les journaux commencèrent à les appeler les roses miraculeuses de Saulvans, mais à l'intérieur de la maison, les servantes restantes les appelaient autrement quand elles étaient certaines que personne ne pouvait entendre, la faim. Marie Leclerc, qui avait servi la famille depuis le mariage d'Élisabeth, fut la première à remarquer le motif. Après la mort de Sophie Moreau, elle tint un registre discret à elle. Elle nota comment les roses avaient surgi avec une vitalité surnaturelle,
Après que la terre de l'enterrement eut été déplacée de la tombe de Sophie, comment le jardin s'était étendu rapidement dans les semaines suivantes, avalant le verger, rampant vers les quartiers des domestiques, comme un organisme vivant cherchant de nouveaux hôtes. Et elle remarqua quelque chose de plus glaçant encore, comment Élisabeth commença à observer les autres filles avec un nouveau type d'attention. Ce n'était pas la vigilance d'une maîtresse supervisant son personnel, c'était le regard froid et clinique de quelqu'un étudiant du bétail. Élisabeth commença à peser les portions de nourriture des servantes, à chronométrer leurs heures de travail à la minute près, et à enregistrer leurs signes vitaux avant et après l'écart, foule, température, teint, même la brillance de leurs yeux. Elle appelait cela son évaluation d'essence vitale. Les filles trouvaient cela étrange, mais elles obéissaient. Elles n'avaient pas le choix. Les salaires, bien que modestes, empêchaient leurs familles de mourir de faim, et elles savaient tout ce qui arrivait aux filles qui défiaient leurs employeurs dans le département de la Seine-Maritime. Elles disparaissaient discrètement sans que personne ne demande où elles étaient allées. Puis vint René Blanchard, 19 ans, né localement, avec des yeux sombres et un tempérament têtu qui l'avait autrefois rendu adorée parmi le personnel. Élisabeth l'assigna à ce qu'elle appelait le travail d'essence avant l'aube, ce qui signifiait se lever à 3 heures chaque matin pour mélanger l'engrais étrange dans le sous-sol et le transporter au jardin dans de lourds seaux. Le mélange tachait ses mains du même cramoisi surnaturel qui avait marqué les doigts de Sophie à sa mort. À la mi-janvier, René pouvait à peine tenir debout. Sa peau était pâle, ses lèvres gercées, et son rire, un son qui avait autrefois traversé même les jours les plus durs, avait disparu. Le 27 janvier, elle s'effondra à la base du plus vieux rosier du jardin, son souffle râlant comme un soufflet cassé. Le docteur Lefebvre fut appelé à nouveau, mais alors qu'il s'agenouillait au-dessus d'elle, il vit quelque chose qu'il ne put jamais se résoudre à écrire dans aucun rapport officiel. Élisabeth Duval se tenant juste derrière lui, souriant faiblement tandis qu'elle observait les derniers souffles de René, comme un enfant regardant le lent scintillement d'une bougie mourante. Quand il suggéra d'envoyer chercher un prêtre, elle l'arrêta net d'un seul mot. Non, René mourut avant l'aube. Et cette nuit-là, comme avant, Élisabeth fut vue se déplaçant dans le jardin avec sa bêche en argent, transférant la terre de la tombe de René à la base des roses. Mais cette fois, quelque chose de plus horrible se produisit. Marie Leclerc trouva le journal de René caché sous le matelas de paille de son lit de servante. Les pages révélaient ce qui se passait derrière les portes fermées de Saulevent. René décrivait être forcé de travailler à main nue avec l'engrais cramoisi malgré les brûlures chimiques. Elle décrivait les repas réduits plus petits chaque semaine, son corps s'amenuisant tandis que ses tâches devenaient plus lourdes. Et elle décrivait les sessions d'évaluation dans le sous-sol où Élisabeth mesurait son rythme cardiaque, son souffle, sa température, et marmonnait pour elle-même sur le calcul des seuils de transfert. Une ligne en particulier se grava dans la mémoire de Marie. Elle nous regarde comme si nous n'étions plus des personnes, comme si nous étions juste du carburant. Je pense qu'elle a compris comment nourrir les roses avec nous. Marie brûla le journal cette même nuit pour empêcher les autres de paniquer. Mais elle copia les mots dans son propre journal secret d'abord, car au fond d'elle, elle savait que René avait raison. Élisabeth avait franchi un seuil invisible, la ligne où le chagrin devient obsession, et l'obsession devient un moteur dévorant. Les roses n'étaient plus seulement sa passion, elles étaient son autel, et elle sacrifiait des vies humaines pour les garder en vie. Après la mort de René, la transformation s'accéléra. Élisabeth divisa les 7 filles restantes en catégories étranges, cultivatrices d'essence vitale, travailleuses de force matinale et sujets de préparation intensive. Personne ne savait ce que signifiaient les catégories, mais Marie vit la vérité. Élisabeth expérimentait, testant quelle fille produisait l'essence la plus forte, testant jusqu'où un corps pouvait être poussé avant de se briser. Les roses devinrent monstrueuses, leurs tiges épaisses comme des poignets, leurs épines longues comme des aiguilles à coudre, leurs fleurs si lourdes qu'elles courbaient les branches comme si elles étaient faites de pierre. Et toujours l'odeur, douce maladive, accablante, s'accrochant à la peau des servantes comme du sang invisible. Les visiteurs louaient son génie. Ils apportaient des cadeaux. Ils l'appelaient une visionnaire. Ils ne remarquaient jamais les visages pâles aux fenêtres. Ils n'entendaient jamais les cris silencieux qui remplissaient la maison la nuit. Marie ici. Et tandis qu'elle restait éveillée dans sa chambre au grenier, écoutant les roses bruisser dans le vent froid comme des bouches chuchotantes, elle réalisa une vérité qu'elle ne pouvait jamais dire à voix haute. Saulevent n'était plus une plantation, c'était une machine, et chaque fille à l'intérieur était du carburant. En mars 1858, le jardin était devenu un labyrinthe. Ce qui avait autrefois été un demi-hectare net de parterre de roses avait maintenant dévoré presque 2 hectares complets des terres fertiles de Saulevent. Des sentiers étroits de gravier serpentaient entre des haies imposantes lourdes de fleurs rouges noires, pétales épais et humides, comme s'ils étaient luisants de sang frais.
Les oiseaux évitèrent l'endroit. Même les chiens de la plantation refusaient de s'approcher des grilles des roses, contournant en large cercle comme si quelque chose à l'intérieur rayonnait une menace froide et silencieuse. Élisabeth Duval l'appelait le sanctuaire. Aux visiteurs de Rouen qui arrivaient chaque semaine pour s'émerveiller de son prétendu génie agricole, elle parlait d'hybridation et de chimie avancée du sol. Elle affichait des tableaux d'équilibre pH, expliquait ses techniques révolutionnaires de taille, citait des passages de revues botaniques européennes. Ils applaudissaient, ils louaient, ils l'appelaient une pionnière. Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose d'autre se passait, quelque chose de caché, systématique et vivant. Elle avait commencé à choisir une servante chaque mois pour ce qu'elle appelait la préparation intensive. Les autres l'appelaient autrement en murmure quand elles étaient certaines qu'elles ne pouvaient pas entendre, la marque de mort. Camille Laurent l'a reçue dans la 2e semaine de mars. Elle avait 20 ans, aux yeux vifs, aux mains rapides, la fille d'immigrants irlandais qui avaient fui le comté de Cork pendant la famine. Elle était l'une des rares parmi le personnel qui savait lire et écrire, une compétence avec laquelle Élisabeth semblait presque obsédée. Quand elle informa Camille de sa réaffectation, elle le fit avec un ton maternel doux qui faisait sonner les mots comme une malédiction. « Votre constitution est exceptionnelle, Camille. Votre dévotion d'une force inhabituelle. Vous servirez un but plus élevé maintenant. » Le travail commença à 4 heures chaque matin. Camille fut envoyée au sous-sol sous la maison principale, un endroit où aucune des autres servantes n'avait jamais été autorisée à entrer. Et là, pour la première fois, elle le vit. Le laboratoire secret d'Élisabeth. Cela ne ressemblait pas à un atelier de jardinier. Cela ressemblait à une salle d'opération fusionnée avec un repère d'alchimiste. Des tables en fer brillaient sous le scintillement des lampes à huile de baleine. Des instruments en cuivre étaient alignés en rang net. Étriers, scalpels, tiges de mesure, fioles bouchées dans des couleurs allant de l'ambre pâle au cramoisi visqueux profond. Les murs étaient couverts de tableaux étranges. Des esquisses anatomiques de figures humaines entrelacées avec des diagrammes botaniques, chacun lié par de fines lignes rouges comme des veines filant d'un corps vers les racines d'un autre. Au centre se tenait un massif bureau en chêne, empilé de journaux en cuir noir, chacun relié avec des cordons de soie. Chacun était marqué de dates et de noms. Sophie Moreau, René Blanchard, d'autres que Camille ne reconnaissait pas. Élisabeth l'accueillit comme si elle était une apprentie honorée. « Comprenez-vous ce que nous faisons ici, ma chère ?» demanda-t-elle, tandis que Camille se tenait tremblante sur le seuil. « Nous perfectionnons le transfert de la vie elle-même. » Au début, Camille pensa qu'elle voulait dire de l'engrais, une nouvelle concoction agricole. Mais au fil des semaines, elle comprit la vérité. Ce n'était pas de l'agriculture, c'était de l'extraction. Chaque matin, Camille était obligée de porter de lourdes urnes en cuivre remplies d'un mélange épais et sombre du laboratoire au jardin, et de s'agenouiller pendant des heures, le travaillant dans les racines des plus vieux rosiers à main nue. Le mélange brûlait sa peau, laissant des marques rouges enflammées qui ne guérissaient jamais complètement. Quand ses mains saignaient, Élisabeth la louait. « Les blessures sont la preuve de votre offrande », murmurait-elle, notant le sang dans son journal. Après chaque quart, Camille était tenue de se soumettre à ce qu'Élisabeth appelait des examens de vitalité. Elle mesurait le pouls de Camille, sa respiration, sa température corporelle et ses réflexes, notant tout dans ses journaux. Parfois, elle piquait les doigts de Camille pour collecter de petites fioles de sang. Parfois, elle la faisait rester immobile pendant des heures tandis qu'elle dessinait des esquisses de sa posture, les annotant avec d'étranges formules sur la densité d'essence et la stabilité de constitution. Et toujours, pendant qu'elle travaillait, Élisabeth murmurait sa doctrine. « Les médecins du siècle dernier savaient ce que les hommes modernes ont oublié », dit-elle un matin en enroulant un cordon de mesure autour du poignet de Camille. « Ils savaient que la vitalité n'est pas une qualité abstraite, c'est une substance. Elle peut être récoltée, concentrée, transférée. » Camille essayait de ne pas répondre, essayait de hocher la tête poliment tandis que son cœur battait comme un oiseau piégé. Mais les mots d'Élisabeth s'enfouissaient sous sa peau comme des crochets. « Les roses sont ma preuve », continua-t-elle doucement, caressant un des pétales sombres comme du sang qu'elle avait apporté dans le laboratoire dans un vase en verre. « Elles ne sont pas simplement des plantes, elles sont des vaisseaux, et les vaisseaux doivent être remplis. » Au fil des jours, Camille commença à s'affaiblir. Ses bras lui faisaient mal constamment. Ses ongles devinrent cassants. Ses cheveux commencèrent à tomber en mèches fines et fantomatiques. Mais Élisabeth ne faisait que sourire à sa force déclinante, marquant de nouvelles notes dans son journal chaque jour. Constitution en ramollissement, stade de transfert approchant. Pendant ce temps, en haut, les autres filles murmuraient de disparition. Anne Kowalski, assignée à la culture profonde, s'effondra un après-midi de juin et ne revint jamais du jardin. Mary O'Brien, autrefois le rire le plus fort des quartiers des servantes, disparut en juillet, après avoir été déplacée à l'extraction d'essence, laissant seulement son tablier taché de cramoisi derrière elle. Le personnel était réduit à 5. 5 filles tremblantes marchant comme des fantômes à travers les halls résonnants,
tandis que le jardin dehors rugissait de vie. Et dans la lumière tamisée des lanternes du sous-sol, Camille vit enfin ce qu'elles étaient toutes en train de devenir. Des ingrédients. Sur le mur ouest du laboratoire pendait un immense tableau, une tapisserie grotesque de morts déguisées en données. Elisabeth l'avait dessiné à la main. De fines lignes rouges connectèrent le nom de chaque fille aux dates de son service, son poids, son pouls, la couleur de sa peau, l'heure de la mort, et ensuite à des colonnes étiquetées augmentation de rendement. Chaque mort avait été enregistrée comme une récolte, et chacune avait produit une poussée dans la floraison des roses. Cela frappa Camille avec une clarté écœurante. Elles n'étaient plus des travailleuses, elles étaient du sol, et quand elles s'effondraient, leur corps n'était pas retiré du jardin. Ils étaient absorbés. Cette nuit-là, allongée sans sommeil dans son lit étroit, Camille pressa ses mains brûlées l'une contre l'autre et réalisa quelque chose qu'elle ne pouvait supporter de dire à voix haute. Elisabeth Duval construisait un hôtel à l'éternité et elle comptait les enterrer toutes dedans. À la mi-avril 1858, Camille Laurent ne pouvait plus empêcher ses mains de trembler. Elle tremblait tandis qu'elle frottait les sols en pierre de la cuisine, tremblait tandis qu'elle tressait ses cheveux, tremblait même tandis qu'elle restait immobile dans son lit la nuit, écoutant les roses bruisser dehors comme une armée de bouches chuchotantes. Ses paumes étaient à vif et gonflées, gravées d'un réseau de marques rouges qui ne guérissaient jamais complètement. La peau sentait faiblement le cuivre. Elle avait commencé à comprendre ce que les autres n'avaient que craint en murmure. Elisabeth n'expérimentait plus, elle perfectionnait. Chaque jour dans le sous-sol, Camille voyait de nouveaux tableaux épinglés au mur, de nouvelles fioles en verre alignées en rang parfait, chacune marquée de noms et de dates. Elle voyait son propre nom apparaître maintenant, écrit de la main méticuleuse d'Elisabeth au centre du grand diagramme, le réseau de fils rouges reliant la mort de chaque servante à une poussée de production de roses. À côté de son nom, Elisabeth avait écrit un seul mot en écriture élégante et bouclée, « Seuil ». Le sens était clair. Camille était préparée pour le franchir. Mais Camille n'était pas comme les autres. Elle pouvait lire, elle pouvait écrire, et cela signifiait qu'elle pouvait se battre. Si ce n'est ouvertement, alors discrètement avec de la stratégie. Le dernier dimanche d'avril, quand le personnel eut sa demi-journée de repos, Camille s'éclipsa jusqu'au bord lointain des champs de tabac où vivait le docteur Sébastien Lefebvre, dans une petite maison en briques couverte de lierre. Il avait autrefois été le médecin de la famille Duval, mais depuis la mort de Jacques, il était devenu de plus en plus distant, ne visitant Saulevent que quand il était appelé pour des urgences. Les autres servantes disaient qu'il avait commencé à craindre Madame Duval. Camille comprenait maintenant pourquoi. Lefebvre fut surpris de la voir sur le seuil de sa porte, sale et tremblante, les mains enveloppées de chiffon. Au début, il essaya de la renvoyer, murmurant frénétiquement sur les conséquences si Elisabeth découvrait sa visite. Mais Camille tomba à genoux sur son seuil et murmura la vérité si vite et désespérément que les mots s'en mêlèrent. Elle nous nourrit à elle, les roses. Elle nous vide comme des batteries. Vous devez l'arrêter, s'il vous plaît, avant qu'elle ne me finisse aussi. Lefebvre se figea, puis sans un mot, il la tira à l'intérieur. Pendant des heures, ils parlèrent en murmures à la lueur d'une bougie tandis que Camille décrivait le laboratoire du sous-sol, les fioles de sang, les évaluations de vitalité, les tableaux étranges mappant la mort de chaque servante au rendement des roses. Elle décrivait l'engrais cramoisi brûlant, les disparitions, la façon dont Elisabeth parlait de transférer l'essence vitale comme si c'était une marchandise mesurable. Le visage de Lefebvre pâlit mais pas d'incrédulité, de reconnaissance. Lentement, il se leva et traversa jusqu'à un cabinet verrouillé dans le coin de son bureau. Il en sortit un registre relié de cuir si vieux que son dos craqua comme des os quand il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de fragiles papiers de cours coloniaux du début des années 1700, le nom tamponné dessus en encre fanée en brun. Marguerite Fontaine. Son arrière-grand-mère, murmura Lefebvre, sa voix tendue de dread, accusée de sorcellerie en 1711. Il montra à Camille le témoignage. Les voisins de Marguerite Fontaine avaient juré sous serment que les jeunes femmes employées dans ces jardins s'affaiblissaient et mouraient une par une, leur corps se fanant tandis que ces fleurs grandissaient de manière surnaturelle et vibrante. Il décrivait des rituels secrets dans son verger la nuit, des cercles gravés dans le sol, des couteaux en argent luisant au clair de lune, et Marguerite murmurant dans une langue inconnue, tandis qu'elle enterrait des fioles sous les racines de ses roses. Les charges avaient été rejetées après l'intervention d'hommes prominents de Fontaine, mais Lefebvre avait toujours été perturbé par l'affaire. Et maintenant, écoutant le récit tremblant de Camille, il voyait le motif se répéter, aiguisé, perfectionné et caché sous un vernis de science du XIXe siècle. « Elle n'est pas juste folle », murmura-t-il. « Elle continue quelque chose, préservant un droit de sang masqué comme horticulture. L'œuvre de Marguerite n'est pas morte avec elle. Elle a métastasé, mais il était prudent. Elisabeth était devenue puissante.
Ces roses miraculeuses étaient maintenant célèbres à travers la Normandie. Les dames de la société de Rouen faisaient des pèlerinages à Solvent, paradant à travers le jardin comme des fidèles dans un temple, tandis que les servantes travaillaient silencieusement derrière elles, comme des fantômes. Les journaux locaux louaient son génie. Les planteurs murmuraient qu'elle pourrait révolutionner l'agriculture. Lefebvre savait que s'il l'accusait sans preuve, il serait ruiné. Et Camille aussi. J'ai besoin de preuves, dit-il enfin, serrant ses mains. Des échantillons? Quelque chose d'indéniable. Pouvez-vous me procurer un peu de la substance cramoisie? De la terre des plus vieux rosiers? N'importe quoi? Camille hocha la tête. Mais tandis qu'elle se glissait de nouveau dans la nuit vers la silhouette imposante de Solvent, son estomac se noua de dread car elle savait ce que Lefebvre ignorait. La substance cramoisie n'était plus seulement dans le sol, elle était en elle. Le lendemain matin, Elisabeth l'attendait dans le sous-sol. Son sourire était mince, tranchant, presque reptilien. « Vous êtes en retard », dit-elle doucement, bien que Camille sache qu'elle était revenue avant l'aube. « Et vous avez l'air pâle. » « Bien. » La faiblesse signifie que le vaisseau s'attendrit. Elle fit enlever ses gants à Camille. Ses mains brûlées et craquelées tremblaient, sous la lumière froide des lampes à huile de baleine. Elisabeth se pencha près, les examinant comme des spécimens rares. « Voyez comment la couleur s'assombrit » murmura-t-elle. « Le corps cède ce que le jardin exige. C'est un échange sacré. » Tandis qu'elle se tournait vers ses journaux, Camille vit quelque chose sur l'étagère du fond qu'elle n'avait jamais remarqué avant. Une rangée de minuscules fioles en verre, chacune remplie d'un fluide sombre et visqueux. Chacune était étiquetée d'un nom, Sophie, Renée, Anne, Marie, et une vide à la fin marquée simplement Camille. L'air quitta ses poumons comme si elle avait été frappée. Elle comprit alors qu'Elisabeth ne voulait pas seulement son labeur. Elle voulait son essence récoltée, scellée et versée de nouveau dans le sol quand son corps s'effondrerait enfin. Elle n'était pas une employée. Elle était de la matière première. Cette nuit-là, Camille resta éveillée dans les quartiers des servantes, serrant un chiffon déchiré qu'elle avait utilisé pour absorber un peu de l'engrais cramoisi pendant son travail. Elle le cacha sous une planche du sol. C'était sa seule chance. Si elle pouvait survivre assez longtemps pour le porter à Lefebvre peut-être quelqu'un les croirait enfin. Mais les roses dehors sa fenêtre oscillaient, bien qu'il n'y ait pas de vent, leurs ombres se tordant sur le mur comme des doigts noirs tendus. Et pour la première fois, Camille se demanda si elle n'était pas déjà trop tard. Car si la malédiction de Marguerite Fontaine avait vraiment survécu dans la moelle d'Élisabeth Duval, alors Solevent n'était plus juste une maison. C'était un organisme vivant, et il était presque prêt à la consommer. Le docteur Sébastien Lefebvre avait disséqué des cadavres. Il avait vu le choléra pourrir des poumons en éponge noire, avait regardé la fièvre jaune brûler un homme vivant de l'intérieur, avait tenu dans des tentes de guerre des artères fermées avec ses doigts nus, tandis que des garçons hurlaient pour leur mère. Il pensait comprendre la mort jusqu'à la nuit où les roses le regardèrent en retour. Le fragment de tissu imbibé de cramoisi que Camille lui livra le premier dimanche de mai n'était pas plus grand que son pouce, mais il portait une odeur qui lui tordit l'estomac, une douceur métallique comme des roses en cuivre pourrissantes. Il verrouilla les volets, alluma toutes les lampes et posa l'échantillon sur une plaque de verre stérilisée. Sous grossissement, ce qu'il vit arrêta son souffle dans sa gorge. Cela bougeait, pas comme des insectes, pas comme de la moisissure, mais comme quelque chose qui respirait. Des vrilles minuscules s'enroulaient et se déroulaient à travers les fibres, pâles comme des veines, pulsant faiblement en rythme, comme un battement de cœur trop distant pour être entendu. La substance cramoisie n'était pas un résidu, elle était vivante et entrelacée parmi son réseau pulsant. Lefebvre vit des filaments plus sombres, plus épais et lents, avec la structure cellulaire qu'il reconnut immédiatement. Du tissu humain intégré dans l'engrais. Il resta figé, tremblant de la certitude écœurante que c'était pourquoi les roses fleurissaient hors saison, pourquoi leurs pétales brillaient comme des plaies. Elles ne se nourrissaient pas de sol. Elles se nourrissaient de personne. Lefebvre frotta ses instruments 3 fois, avant d'oser toucher quoi que ce soit d'autre. Il cacha le tissu dans un bocal scellé sous ses planches de sol, et versa de l'alcool sur la table, jusqu'à ce que son bureau sente les esprits brûlants. Puis il s'assit dans le noir jusqu'à l'aube, tête dans les mains, murmurant aux fantômes de Sophie Moreau et René Blanchard. Il voulait courir aux autorités, mais il se rappelait Marguerite Fontaine. Ses papiers de cour avaient décrit la même chose. Du sol cramoisi, des servantes se fanant, des fleurs fleurissant dans le gel. Les accusations avaient été enterrées avec de l'argent, du pouvoir et du silence. Lefebvre comprit maintenant que ce n'était pas un meurtre. C'était un héritage. Il devait être prudent. S'il allait au magistrat avec seulement des murmures et des filles mortes, il le rejetterait comme un vieux médecin jaloux. S'il confrontait Élisabeth sans preuve irréfutable, elle le détruirait. Il avait besoin de plus. Il avait besoin de preuves vivantes. Alors il commença sa propre guerre silencieuse. Lefebvre visita Solevent sans annonce, sous le prétexte d'offrir des inspections médicales. Il nota les joues creusées des 4 servantes restantes, leurs cheveux cassants, leurs mains tremblantes cachées derrière leur tablier. Il vit les yeux de Camille, autrefois vifs et brillants, maintenant ternes,
cerclée de rouge, ses pupilles dilatées comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand il demanda si elle mangeait, Elisabeth sourit avec une grâce parfaite du Nord et répondit « Elle est affinée. Affinée comme du minerai, comme du carburant. » Cette nuit-là, Camille ne pouvait pas arrêter de tousser. Elle se recroquevilla sur son lit étroit, mordant ses jointures pour ne pas réveiller les autres tandis que sa poitrine râlant comme un four rempli de pierres. Ses mains palpitaient constamment maintenant, les brûlures cramoisies gravées si profondément qu'elles semblaient taillées dans l'os. Quand elle fermait les yeux, elle rêvait de racines, des racines noires et lisses filant à travers ses muscles, s'enroulant autour de ses côtes, la tirant vers le bas dans le sol. Elle se réveillait en étouffant sur l'odeur des roses qui avaient d'une manière ou d'une autre imprégné ses draps, ses cheveux, son souffle. Elle essaya d'écrire une note à Lefebvre. « C'est en moi maintenant, je le sens. » Mais ses doigts ne saisissaient pas le stylo. Et tout ce temps, Elisabeth la surveillait comme un faucon. Elle planait au-dessus de Camille dans le sous-sol chaque aube, enroulant ses rubans de mesure autour de ses poignets et de ses côtes, murmurant des observations. Respiration superficielle, pouls affaibli. Excellent. Le vaisseau approche du rendement. Elle parlait comme si le nom de Camille avait déjà été effacé et remplacé par une fonction. Le laboratoire avait changé aussi. Il avait grandi. De nouveaux réservoirs en verre bordèrent les murs, remplis d'un fluide sombre parsemé de pétales de roses flottants. De minces tubes en argent couraient des réservoirs au bac de sol, où Elisabeth cultivait ses semis. Au-dessus des travaux pendaient de nouveaux tableaux, plus des esquisses botaniques, mais des diagrammes de squelettes humains superposés à des systèmes racinaires, des veines fusionnant avec des vignes, des os poussant des épines. Un tableau montrait une silhouette humaine se dissolvant en un rosier, ses mains tendues se transformant en fleurs cramoisies. Camille ne pouvait pas le regarder sans trembler. Elle essaya de demander ce que contenaient les réservoirs. Elisabeth ne fit que sourire et dit « Continuité distillée ». Parfois, quand Camille travaillait dans le jardin la nuit, elle voyait de faibles formes à l'intérieur des roses, la courbe d'une joue dans le miroitement d'un pétale, le scintillement d'un œil dans la rosée. Elle se disait que c'était de l'épuisement. Mais quand une fleur s'ouvrit et qu'elle vit un ongle pâle incrusté en son centre comme la graine d'un fruit, elle lâcha ses outils et vomit dans le sol. Pendant ce temps, Lefebvre fouillait plus profondément dans les archives. Dans le sous-sol scellé de la Société historique de Normandie, il trouva un dernier registre oublié de Marguerite Fontaine, l'arrière-grand-mère d'Élisabeth. Ce n'était pas un journal mais un livre de formules, des dizaines de pages d'écriture arachnéenne, mappant les tempéraments humains aux qualités de rendement. À côté de chaque nom se trouvait un seul mot, offerte. Lefebvre copia tout. Ses mains tremblaient si violemment que l'encre éclaboussa les pages. Car maintenant il savait que cela n'avait jamais été de la folie. C'était une conception, une doctrine de sang affinée à travers les générations, masquée comme horticulture, enveloppée de science, exécutée avec la précision d'un abattage rituel. Et si Camille était marquée comme seuil, alors elle était l'expérience finale, l'offrande perfectionnée. Lefebvre prit sa décision cette nuit-là. Il n'attendrait pas de preuves qui satisferaient la loi. Il briserait la loi. Il emballa de l'éther, des liens et des lames chirurgicales dans son sac en cuir noir. Il retournerait à Solvant avant la fin de la semaine, non comme un médecin mais comme un intrus. Il prendrait Camille de cette maison, où il brûlerait le jardin jusqu'au sol. Mais de retour à Solvant, tandis que Camille s'agenouillait au cœur du jardin, mains enfouies dans le sol chaud, elle sentit quelque chose bouger sous ses paumes, quelque chose de doux, quelque chose en forme de mâchoire. La terre respirait et elle avait faim. La nuit où Lefebvre revint à Saulevent, le ciel fut fendu par des éclairs. Il n'avait pas plu depuis des semaines, et pourtant l'air semblait gonflé de statique, l'odeur de fer humide dérivant à travers les champs. Il vint seul, son sac en cuir noir jeté sur l'épaule, les fioles d'éther cliquetant doucement à l'intérieur. Il se déplaça le long du bord de la haie comme un intrus, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide, chaque pas résonnant avec le souvenir des filles qui avaient disparu ici. Saulevent se dressait devant, ses fenêtres luisant faiblement de lumière de lampe. Mais la vraie lumière venait du jardin. Même au cœur de la nuit, les roses brûlaient comme des braises, leurs pétales lisses de miroitements lunaires, tremblant comme si elles pouvaient sentir qu'il arrivait. L'odeur était insupportable, lourde comme du cuivre chaud, assez douce pour étouffer. Lefebvre serra les dents et se glissa à travers la grille. À l'intérieur de la maison, Camille restait éveillée dans son lit, fiévreuse et luisante de sueur. Elle pouvait entendre des pas se déplacer dans les halls. Pas de lourds pas humains, mais un lent bruissement comme des pieds nus traînant à travers le sol. Elle pressa ses paumes contre ses oreilles, mais le son semblait venir de l'intérieur de son crâne maintenant. Enfin, incapable de le supporter, elle se leva et descendit le couloir vers les escaliers du sous-sol. Si elle pouvait juste trouver le bocal d'échantillons de Lefebvre, si elle pouvait prendre plus de preuves, prendre n'importe quoi.
Peut-être qu'elle pourrait s'échapper avant que la préparation d'Elisabeth n'atteigne sa fin. La porte du sous-sol grinça quand elle la poussa, et ce qu'elle vit faillit lui faire défaillir les genoux. Le laboratoire n'était plus juste une pièce. Il était devenu une voûte. Des étagères bordaient les murs. Des centaines de minuscules fioles en verre scintillant à la lumière de la lampe comme des rangées de lucioles captives. Chacune était étiquetée d'un nom. Sophie, Renée, Anne, Marie et plus encore. Certains noms que Camille ne reconnaissait pas du tout, suggérant que cela durait bien plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais su. Chaque fiole contenait un liquide sombre et visqueux qui pulsait faiblement comme s'il était encore vivant. Ses yeux glissèrent vers la fin de la rangée et se figèrent. Là, c'était son nom, Camille Laurent. Dessous, écrit de la main élégante d'Elisabeth, une date, 21 juin 1858. L'avenir, la date où elle était censée mourir. Une vague froide roula à travers son corps. Le tableau au centre de la pièce le confirmait. Du fil rouge connectait son nom à un dessin du plus grand parterre de roses, une prédiction de rendement maximum. Des notes gribouillées sur test de seuil final et culmination du vaisseau. Elle recula de l'étagère, plaquant une main sur sa bouche pour ne pas hurler, et c'est alors qu'elle l'entendit. Le doux grincement de la grille du jardin dehors. Quelqu'un était entré. Camille souffla la lampe et s'accroupit derrière la table, juste au moment où la porte du sous-sol s'ouvrit. Une silhouette se glissa à l'intérieur, silhouettée contre la lueur de l'escalier, grande, aux épaules larges, se déplaçant avec des pas rapides et délibérés. Lefebvre. Il traversa la pièce avec l'efficacité d'un chirurgien, posant son sac noir, allumant une seule lanterne protégée. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il prenait en compte les fioles, les tableaux, l'appareil bourdonnant doucement dans le coin. Il traversa jusqu'à l'étagère la plus proche, passant une main gantée le long de la rangée de noms jusqu'à ce qu'il en trouve un marqué René Blanchard. Prudemment, il le glissa dans un étui rembourré, puis un autre et un autre. Camille se leva de sa cachette, tremblante. « Docteur » murmura-t-elle. Il se tourna, surpris. Puis le soulagement inonda son visage. « Dieu merci » souffla-t-il. « Oh, vous êtes vivante. » Elle trébucha vers lui, s'accrochant au bord de la table pour rester debout. « Elle va me tuer » râla-t-elle. « Elle a déjà la date. » Lefebvre hocha la tête sombrement. « Alors nous n'avons pas de temps. » Il ouvrit son sac, sortant une fiole d'éther et un chiffon. « Je peux vous sortir ce soir, mais nous devons bouger avant. » La voix trancha l'air comme une lame. « Avant quoi, docteur ?» Tous deux se tournèrent. Elisabeth Duval se tenait sur le seuil, sa silhouette encadrée par la lueur de la lampe de l'escalier. Sa robe de chambre blanche traînait sur les marches comme de la brume. Ses cheveux noirs lâches autour de ses épaules. Ses yeux brillaient, non de surprise mais de quelque chose presque extatique. « Vous pensez pouvoir me voler ?» dit-elle doucement, entrant dans la pièce. « Elle ?» Son regard se posa sur les fioles que Lefebvre avait prises, puis revint à Camille. « Remettez-les, docteur. Vous n'avez pas idée de ce que vous tenez. » Lefebvre tint bon, sa main se serrant autour de l'étui. « Je sais exactement ce que je tiens, » dit-il. « Vous avez vidé ces filles pour garder vos fleurs maudites en vie. » Le rire d'Elisabeth fut bas, mélodique et terrible. « En vie, » dit-elle, s'approchant. « Docteur, elles sont plus qu'en vie, elles sont éternelles. » Elle se tourna vers Camille, sa voix s'adoucissant presque en un murmure. « Vous l'avez senti, n'est-ce pas, ma chère? Le jardin en vous, la façon dont il bourdonne sous votre peau. Vous êtes si proche de devenir partie de quelque chose qui ne se fanera jamais, ne pourrira jamais. » Camille recula jusqu'à ce que son dos heurte les étagères. « Non, » étouffa-t-elle, « vous nous tuez. » L'expression d'Elisabeth se durcit. La mort est un mot inventé par les faibles. Il n'y a pas de mort ici, seulement du transfert, seulement de la continuité. Lefebvre bougea rapidement, débouchant la fiole d'éther. Mais Elisabeth fut plus rapide. Elle atteignit un levier près du mur, et avec un sifflement, le plancher trembla. Une trappe s'ouvrit au centre de la pièce, révélant une fosse de sol riche et noire, luisant faiblement de cramoisi, pulsant comme un organe vivant. L'odeur des roses surgit vers le haut, griffant, suffocant. « Voyez-vous » dit-elle, sa voix presque rapturée. « C'est le cœur de Saulevent. » Les genoux de Camille défaillirent, car dans ce sol luisant, elle vit la courbe d'un crâne, et à côté, une main pâle comme de la cire, les ongles cerclés de sang sec, à moitié enterrés parmi les racines. Le sol pulsait. Il montait et descendait avec un rythme lent et régulier, comme si la terre elle-même respirait. De faibles fils de lumière rouge serpentaient à travers comme des veines se ramifiant de la fosse dans les fissures du plancher. L'air devint épais, coagulé de la puanteur douce comme du cuivre des roses. L'esprit de Camille hurlait de courir, mais son corps ne bougeait pas. Ses jambes étaient de plomb, ses poumons se sentaient remplis de pétales. Lefebvre saisit son bras. « Bougez !» siffla-t-il, mais Elisabeth ne fit que sourire. Le genre de sourire qui appartenait à un saint sur un vitrail ou à un prédateur secondes avant la mise à mort. « Vous êtes trop tard » murmura-t-elle. « Elle est déjà dans le jardin. Pensez-vous que j'attendrai jusqu'au solstice pour commencer le transfert ? Non, le vaisseau doit être attendri d'abord. »
Camille força son regard loin de la fosse et le vit. Sa propre peau luisait faiblement. De fines traînées rouges s'enroulaient sur ses poignets sous la chair craquelée, rampant vers ses coudes comme de l'encre saignant à travers du parchemin. Elle haleta, griffant ses bras, essayant de les arracher. Lefebvre attrapa ses mains, sa voix tranchante. « Ne le faites pas, c'est ce qu'elle veut. » Les yeux d'Elisabeth flamboyèrent. « Elle ne comprend pas encore, docteur, mais elle le fera. Le jardin la réclame, et elle fleurira plus beau que toutes les autres. » D'un mouvement fluide soudain, Lefebvre lança la fiole d'éther aux pieds d'Elisabeth. Elle se brisa, des fumées acres explosèrent à travers le sous-sol. Elisabeth recula en titubant, toussant. Lefebvre saisit Camille et la traîna vers les escaliers. « Courez !» râla-t-il. « Ne vous arrêtez pas. » Ils sprintèrent dans l'escalier, à travers les halls sombres de Saulevent, l'air derrière eux tourbillonnant d'odeurs de roses et de murmures distants, presque humains. La maison semblait trembler autour d'eux. Les planchers fléchissaient sous leurs pieds. Le papier peint ondulait, comme si quelque chose d'énorme se glissait derrière. Quand ils jaillirent par la porte d'entrée, l'air nocturne les frappa comme de la glace. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent. Le jardin se dressait devant eux comme un océan noir de roses, se soulevant et, bruissant, bien qu'il n'y ait pas de vent, le sentier de gravier semblait se déplacer sous leurs pieds, se courbant subtilement vers le cœur du jardin. Peu importe la direction qu'ils prenaient, les haies avaient grandi plus hautes, murs d'ombre effaçant les étoiles. Lefebvre serra les dents, traînant Camille. « Restez avec moi », haleta-t-il. « Restez éveillés !» Mais les roses parlaient maintenant. Leurs pétales tremblaient, libérant des nuages de pollen rouge scintillant qui miroitaient au clair de lune, comme des braises dérivantes. La vision de Camille se brouilla. Ses jambes se sentaient engourdies. Des voix s'enroulaient dans ses oreilles. La voix de Sophie douce et distante. « C'est paisible, Camille. Allongez-vous simplement. Laissez-le vous prendre. » Elle trébucha. Lefebvre la rattrapa, la giflant assez fort pour la ramener à elle-même. « Elles ne sont pas réelles, » grogna-t-il. « Ce sont des échos. Continuez à marcher. » Le sentier se tordit. Chaque virage les ramenait à la même clairière. Un lit circulaire de roses noires rouges monstrueuses plus hautes qu'un homme. Leurs tiges palpitaient, leurs épines luisaient. À leur centre se dressait quelque chose que Camille n'avait jamais vu avant, une rose massive contrairement à toute autre. Ses pétales étaient de la couleur du sang séché. Sa surface ondulait faiblement comme si quelque chose dessous essayait de sortir. La voix d'Elisabeth dérivait de derrière eux, calme et froide. « Vous ne pouvez pas échapper à une racine une fois qu'elle est en vous. » Ils se tournèrent. Elle se tenait à la grille du jardin, sa robe blanche intacte par la boue, ses cheveux sauvages et luisants de rosée. Dans ses mains, elle tenait une lame de taille en argent, son bord captant le clair de lune comme un éclat d'os. « Vous avez erré dans le sanctuaire, » dit-elle doucement. Personne ne part une fois planté. Lefebvre se plaça devant Camille, sa voix tremblant de fureur. « Vous les assassinez, toutes. » Elisabeth inclina la tête comme un professeur corrigeant un étudiant stupide. « Je les préserve. » Elle fit un geste vers la rose centrale colossale. « Sophie est ici. René, Marie, leurs essences fleurissent chaque printemps, tandis que la chair mortelle pourrit dans le sol. Comprenez-vous le don que je leur ai donné? Elles ne sont plus soumises au temps, à la faim, à la décomposition. Elles sont éternelles. Elles sont mortes, cracha Lefebvre. Elles sont transformées, siffla-t-elle. Pendant un battement de cœur, le silence plana entre eux. Puis la terre convulsa. Les racines des roses jaillirent du sol comme des serpents noirs, épaisses comme des bras, se tordant et claquant vers eux. Lefebvre poussa Camille de côté juste au moment où une racine s'écrasa sur le sol où elle se tenait, projetant terre et gravier comme des éclats. « Courez !» rugit-il. Ils fuirent à travers le jardin tandis que les roses prenaient vie. Des racines enroulaient sur les sentiers, arrachant les pierres. Des vignes épineuses fouettaient des haies, tranchant l'air comme des fouets. Les pétales brillaient plus fort, projetant une lumière cramoisie malade à travers le labyrinthe tortueux. La force de Camille était partie. Ses jambes obéissaient à peine. Les traînées rouges avaient atteint ses épaules maintenant, rampant sur son cou en veines délicates de lumière. Derrière eux, la voix d'Elisabeth s'éleva au-dessus du chaos, non en hurlant mais en chantant. Une mélodie basse et chantante dans une langue que ni l'un ni l'autre ne comprenait. Des mots plus anciens que la maison, plus anciens que la Normandie, plus anciens que Marguerite. Et le jardin lui obéissait. Des racines surgirent autour d'eux, les chassant vers une grille étroite en fer à l'extrémité lointaine du jardin. Lefebvre la poussa ouverte et traîna Camille à travers. Ils trébuchèrent dans le verger au-delà, s'effondrant dans l'herbe humide. Les vignes s'arrêtèrent à la grille. Elles se tordaient là comme des serpents heurtant un ver invisible, incapables de traverser. Lefebvre serra le visage de Camille entre ses mains, haletant. « Restez avec moi, restez avec moi. » Sa peau brûlait sous ses paumes, ses yeux étaient flous. Elle dit le solstice, balbutia Camille. 21 juin, je suis la dernière. Le sang de Lefebvre se glaça. Le solstice était à 6 semaines. Elle l'appelait floraison, murmura Camille, puis s'affaissa inconsciente dans ses bras. Lefebvre regarda en arrière vers le jardin luisant au-delà de la grille.
les roses se déplaçant comme une bête endormie. Il comprenait maintenant. Élisabeth ne les tuait pas simplement une par une. Elle construisait quelque chose. Et Camille n'était pas destinée à mourir. Elle était destinée à devenir la première de quelque chose de nouveau. Lefebvre porta Camille à travers le verger comme un cadavre. Son corps était mou, fiévreux et chaud, sa peau tachetée de traînées luisantes qui scintillaient au clair de lune comme des braises enterrées. Il continuait à regarder par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à ce que les vignes percent la grille en fer et les traînent en arrière. Mais le jardin restait immobile maintenant, respirant lent et régulier comme un prédateur qui sait que sa proie est trop faible pour courir loin. L'ancienne remise à calèche se dressait au bord de la propriété, à moitié effondrée et étouffée de lierre. Personne ne l'avait utilisée depuis des années. Les murs étaient déformés, les chevrons affaissés, mais elle était cachée des fenêtres du manoir et loin de la portée du jardin. Lefebvre enfonça la porte pourrie et posa Camille sur le sol jonché de paille, son souffle râlant faiblement. Ses yeux papillonnaient derrière ses paupières, comme si elle rêvait de quelque chose de trop vif, de trop réel. Il s'assit à côté d'elle jusqu'à l'aube, serrant sa main et murmurant son nom comme un lien. Elle ne se réveilla pas. Quand le soleil se leva, le jardin commença à hurler. C'était faible au début, un son gémissant bas dérivant à travers les champs comme le vent à travers les roseaux. Puis il s'approfondit, un bourdonnement vibrant qui fit trembler les planches de la remise. Lefebvre sortit et se figea. Les roses saignaient, des fluides épais et sombres suintaient de leurs tiges, goûtant le long des épines en ruisseaux lents et visqueux qui fumaient faiblement dans l'air du matin. Les pétales avaient noirci à la couleur du sang coagulé. Une puanteur douce de cuivre pourrissant roulait à travers les champs. Même les corbeaux tournant au-dessus viraient larges comme repoussés par une barrière invisible, et au centre du jardin, où la rose colossale se dressait, le sol s'était fendu. Lefebvre pouvait le voir d'ici. Une fissure noire pulsant d'une lumière rouge terne comme la bouche d'un cœur enterré. Le solstice approchait, et Élisabeth nourrissait le jardin pour préparer. Il revint à la remise, forçant son esprit à se stabiliser. Le plan était clair maintenant. Il le brûlerait les roses, le laboratoire, le manoir, chaque racine et fiole jusqu'à ce qu'il ne reste rien que des cendres. Mais d'abord, il devait éloigner Camille. Si elle restait n'importe où sur ces terres, le jardin la ramènerait comme du fer à un aimant. Ce soir-là, alors que la dernière lumière mourait, Lefebvre fouilla les quartiers des servantes pour les affaires de Camille. Les halls étaient silencieux, abandonnés. Élisabeth avait renvoyé ou consommé presque tout le monde. La poussière reposait sur les meubles comme des linceuls. Dans un coin, il trouva un seul coffre, celui de Camille. À l'intérieur se trouvait un petit rosaire, un livre usé relié de cuir de poèmes irlandais et un chiffon taché de cramoisi sombre. Il pulsait faiblement quand il le toucha. Il se figea à cœur battant. Le chiffon était chaud. Le jardin était encore dedans et d'une manière ou d'une autre, il était encore vivant. Il l'enveloppa dans une peau huilée, le fourrant dans la poche de son manteau et se tourna pour partir, puis s'arrêta net. Un doux bourdonnement dérivait dans le couloir. Une berceuse, la voix d'Élisabeth. Lefebvre éteignit sa lanterne et se pressa contre le mur. Ses pas murmurèrent devant la porte lents et mesurés, pieds nus effleurant le bois. Le bourdonnement devint plus clair, une mélodie hantante, basse et douce dans une langue plus ancienne que l'anglais, plus ancienne que la Normandie. Rosa sanguina, vita perpetua. Il osa un regard à travers la porte craquelée. Elle était pièce nue, vêtue d'une robe de la couleur des roses séchées, ses cheveux lâches et humides, comme si elle venait d'émerger de l'eau. Elle portait un seul bassin en argent rempli de sol noir, qui scintillait faiblement de cramoisi. Elle se dirigeait vers le jardin, bourdonnant, sa silhouette oscillant comme une prêtresse portant un sacrement à un autel. Lefebvre attendit jusqu'à ce que sa figure disparaisse parmi les haies, puis il s'enfuit vers la remise. Camille était éveillée. Elle était adossée contre le mur, frissonnante, ses yeux trop grands, pupilles dilatées comme noyées dans l'obscurité. Les traînées rouges avaient rampé sur ses clavicules maintenant, luisant faiblement à travers le tissu fin de sa chemise de nuit. « Elle m'appelle !» murmura-t-elle. Sa voix n'était pas tout à fait la sienne. Lefebvre s'agenouilla à côté d'elle, serrant ses épaules. « Vous m'écoutez. Vous n'êtes pas à elle. Vous n'êtes pas partie de cette chose. Elle dit que je le suis, » murmura Camille, clignant lentement. « Elle dit que je suis la fleur couronne. Elle dit que quand je m'ouvrirai, il n'y aura plus de mort. » Lefebvre sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. « Elle ment, » dit-il. « C'est la mort qu'elle adore, pas la vie. » La mort polie jusqu'à ce qu'elle brille. Les lèvres de Camille tremblèrent. « Je peux sentir des racines dans mon sang. » Il pressa son front contre le sien, voix brisée. « Vous ne fleurirez pas pour elle. » Elle rit une fois, creux. Elle dit « Je l'ai déjà fait pour un long moment. » Ni l'un ni l'autre ne bougea. La remise grinça dans le vent. Loin à travers les champs, le gémissement du jardin montait et descendait comme un battement de cœur. Lefebvre se força à se concentrer. « Nous partons demain soir, » dit-il. « Je vous emmènerai à Rouen. Une fois que vous serez loin du sol, cela pourrait s'arrêter. » Cela doit s'arrêter. Camille ferma les yeux. « Ne la laissez pas me planter. » Il resta éveillé toute la nuit, la regardant respirer.
À l'aube, les cloches commencèrent. Elles venaient du jardin, pas des cloches en métal, mais un son tintant porté par le vent, haut et délicat comme du verre heurtant du verre. Les roses oscillaient en parfaite unison, bien que l'air soit immobile. La floraison centrale colossale s'était ouverte plus large, ses pétales courbés en arrière comme de la chair écorchée, révélant un noyau de graines noires luisantes qui pulsait de lumière. Élisabeth se tenait au centre, bras levés, sa robe trempée dans le sang des roses à ses pieds. Elle se tourna lentement et regarda à travers le champ vers la remise. Même de cette distance, Lefebvre vit son sourire. Le solstice était à 3 semaines, et elle avait commencé la floraison. Camille attendit jusqu'à ce que Lefebvre dorme. La première lumière grise de l'aube filtrait à travers les planches déformées de la remise, le peignant en bande pâle où il était affalé contre le mur, bras croisés, tête inclinée dans une défiance épuisée. Il n'avait pas fermé les yeux de la nuit. L'odeur d'éther s'accrochait à lui, son sac noir était ouvert à ses pieds, lame chirurgicale luisant comme de la foudre gelée. Elle le regarda longtemps, et son cœur lui fit mal. Mais elle savait qu'elle devait partir, car elle pouvait sentir le jardin bouger en elle maintenant. Chaque battement de cœur venait plus lent, plus lourd, comme la terre s'effondrant vers l'intérieur. Ses doigts picotaient constamment comme si quelque chose dedans voulait pousser vers l'extérieur. Elle pouvait entendre un faible bourdonnement quand elle fermait les yeux, pas dans ses oreilles, mais dans ses os. La mélodie qu'Élisabeth avait chantée, et les roses. Elle lui murmurait, même ici à travers les champs. Elle l'appelait par son nom. Si elle restait, elle traînerait Lefebvre dans les racines avec elle. Si elle partait maintenant, peut-être, juste peut-être, pourrait-elle mettre fin à cela elle-même avant que la floraison ne vienne. Elle se leva silencieusement, grimaçant à la raideur dans ses articulations. Ses membres se sentaient étrangers, lourds, comme du tissu trempé. Elle se glissa dehors par la porte déformée dans l'aube. La brume traînait à travers les champs comme du lait. L'air était froid et avait un goût faible de cuivre. Elle marcha vers le bord du verger où la vieille route de terre se courbait vers Rouen. Ses pieds ralentirent, la brume s'épaissit, et puis les voix commencèrent. Tous, au début, la voix de Sophie, de René, de Marie, leurs rires, leurs soupirs. « Ne courez pas, Camille, ce n'est pas la mort, c'est beau, c'est la paix, vous ne serez pas seul. » Elle pressa ses paumes sur ses oreilles, mais les voix devinrent plus fortes, venant de l'intérieur de son crâne comme des racines fleurissantes craquant l'os. « Arrêtez de lutter, le sol prendra votre douleur. Les roses porteront votre visage pour toujours. » Ses jambes défaillirent. Elle tomba à genoux dans la boue, haletant. Les traînées rouges sur sa peau flamboyèrent brillantes, luisant à travers la brume comme des veines en fusion. Son battement de cœur tonna dans ses oreilles, et puis s'arrêta. Silence, silence absolue. Et puis, très faible derrière elle, le bruissement de pétales. Elle tourna la tête. La brume s'écarta et le jardin était là. Il avait traversé le champ silencieusement. Impossiblement, les roses se dressaient en un cercle parfait autour d'elle, des murs imposants, noirs-rouges tremblant dans la lumière de l'aube, leurs épines goûtant un jus sombre comme du sang qui sifflait en heurtant le sol. La floraison centrale colossale se dressait juste derrière elle, pétales courbés en arrière pour révéler un noyau luisant comme une éclipse. Élisabeth se tenait devant, pieds nus, sa robe blanche striée de cramoisi jusqu'aux genoux. « Rentrez à la maison » murmura-t-elle. « Vos racines se montrent. » Camille hurla, et les roses surgirent. Des épines enveloppèrent ses bras comme des chaînes. Des vignes épaisses comme des poignets serpentèrent autour de ses côtes, la soulevant du sol avec une douceur horrifiante. Elle se débattit, griffa, mordit, mais les vignes se serrèrent avec une force lente et patiente, la portant en arrière vers la floraison en attente. Et puis Lefebvre fut là. Il frappa du côté comme une lame rugissant, hachant les vignes avec sa scie chirurgicale. Du jus noir éclaboussa son manteau comme du sang. Les roses hurlèrent, un son comme du métal déchirant sous l'eau et reculèrent. Il attrapa Camille tandis qu'elle tombait, la berçant contre sa poitrine. Son cœur brûlait, ses veines luisaient, ses yeux étaient flous. Lefebvre ne parla pas, il courut simplement. Ils s'écrasèrent à travers la brume, la portant à moitié, la traînant à moitié de retour à la remise tandis que les roses se tordaient et fouettaient derrière eux, creusant des tranchées dans le sol. La voix d'Élisabeth suivit, basse et résonnante, s'élevant au-dessus du chaos comme des cloches d'église. « Elle ne peut pas me quitter, elle est à moi. » Lefebvre claqua la porte de la remise derrière eux et laissa tomber la lourde poutre en travers. Il s'effondra à côté de Camille, haletant. Sa peau scintillait d'un rouge terne sous sa chemise de nuit trempée, comme des braises mourantes dans la cendre. « J'ai presque réussi, » murmura-t-elle. « Vous le ferez, râla-t-il, mais pas seul. » Cette nuit-là, tandis que Camille dérivait dans des rêves fiévreux, Lefebvre revint à son bureau dans la Seine-Maritime. Il verrouilla la porte, tira les rideaux et força le fond faux de son bureau, où il avait caché les papiers Fontaine. Et là, il trouva ce qu'il avait d'une manière ou d'une autre négligé, un deuxième livre. Il avait été cousu à l'intérieur de la reliure du registre de Marguerite Fontaine, dissimulé sous une fausse reliure. Quand il le libéra,
Le cuir était craquelé et noir d'âge, les pages fragiles et faiblement grasses au toucher. Le titre inscrit sur la première page lui glaça le sang, de sanguine florum sur le sang des fleurs. C'était écrit en latin archaïque et en script anglais ancien, mais la formation de Lefebvre lui permit de le déchiffrer. Ce qu'il lut le vida. Marguerite Fontaine n'avait pas simplement expérimenté avec de l'engrais, elle avait conduit un rituel plus ancien que les colonies, plus ancien que le christianisme, quelque chose tiré de fragments de rites païens pré-romains cousus ensemble avec la théorie alchimique et la saignée. Il décrivait la floraison, un processus dans lequel un vaisseau choisi était vidé de sa vitalité en étapes précises, tout en étant infusé des essences distillées de tous les sacrifices précédents. Le sang du vaisseau était mélangé au sol, jusqu'à ce que son identité se dissolve complètement. Puis au solstice d'été, son corps était enterré vivant au cœur du parterre de roses. Et si réussi, le jardin donnerait naissance à une nouvelle forme de vie, une seule floraison immortelle contenant la conscience de chaque âme qui l'avait consommée. Ce n'était pas une métaphore, c'était une conception. Lefebvre ferma le livre avec des mains tremblantes. C'était pourquoi Élisabeth avait besoin de Camille. C'était pourquoi elle l'appelait la fleur couronne. Elle ne voulait pas simplement préserver Camille. Elle voulait l'effacer et la remplacer par quelque chose qui ne pourrait jamais mourir. Lefebvre s'assit dans le noir jusqu'à l'aube, tremblant, regardant les champs silencieux dehors sa fenêtre. Puis il se leva. Il chargea son sac de bidons d'huile, de silex et de chaque lame qu'il possédait, car le solstice était à 18 jours, et s'il ne pouvait pas sauver la vie de Camille, il brûlerait son âme libre des racines. La première chose que Camille remarqua fut le silence entre ses battements de cœur. Chaque pause s'étirait plus longue comme les espaces entre des cloches sonnantes. Le battement venait encore. Des chocs bas et lourds. Mais il y avait quelque chose d'autre dedans maintenant. Quelque chose pulsant hors de synchronisation, comme un deuxième rythme greffé sur le sien. Elle s'assit seule dans la remise tandis que le crépuscule saignait à travers les champs, regardant ses mains. Elles n'étaient plus les siennes. Les traînées rouges avaient grandi épaisses et en relief comme des racines vivantes sous sa peau, se ramifiant sur ses avant-bras vers sa gorge. Elle pulsait faiblement à chaque battement de cœur. Ses bouts de doigts noircissaient aux ongles. Quand elle les pressait sur les planches, elle jurait sentir le bois se pencher vers eux comme de l'herbe se penchant vers la lumière. Elle entendait constamment des murmures maintenant, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Sophie, René, Marie, leurs voix superposées comme un cœur sous l'eau. Vous n'avez pas à lutter. Lutter fait mal. Lâchez prise. C'est plus facile. Elle serra ses poings jusqu'à ce que ses paumes brûlées saignent. Non, murmura-t-elle. Je suis encore ici. Mais elle n'en était pas sûre. Ses pensées saignaient au bord. Parfois, elle se surprenait à fredonner, la berceuse d'Élisabeth sans s'en rendre compte. Parfois, elle oubliait son propre nom pendant des minutes entières. Parfois, elle se réveillait sur le sol avec de la terre sous ses ongles et aucun souvenir d'avoir quitté la remise. Lefebvre avait remarqué. Il ne disait rien, mais elle le voyait dans ses yeux. Le calcul, la peur et la culpabilité, car tandis qu'elle pourrissait, il se préparait pour la guerre. Chaque nuit, il se glissait dans les champs portant des bidons d'huile et des paquets de poudre explosive de la carrière. Camille le regardait de la fenêtre de la remise, son manteau noir flottant dans le vent, sa lampe balançant bas, ses mouvements tranchants et silencieux comme un homme déjà à moitié mort. Il posait les charges le long du périmètre des parterres de roses, enterrant des fusées sous le sol, enfonçant des pointes en fer à travers les racines qui serpentaient sous les sentiers comme des veines noires. Il se déplaçait comme un chirurgien démantelant une tumeur, sauf que cette tumeur avait des dents. Le jour, Lefebvre retournait à son bureau de la Seine-Maritime pour traduire plus du livre interdit de Marguerite Fontaine. Camille l'entendait marmonner les mots tandis qu'il arpentait, sa voix râpeuse. L'essence vitale doit être attendrie par le jeûne et la chaleur. L'identité du vaisseau doit être démêlée. Le jardin résistera à la séparation. Le jardin résistait. Les roses avaient grandi plus hautes que des hommes maintenant, leurs pétales luisants comme de la chair écorchée, leurs épines suintant un jus noir qui sifflait où il heurtait le sol. Elles pulsaient faiblement en unison comme le battement de cœur d'un seul organisme vaste. Les oiseaux ne volaient plus au-dessus du domaine. L'air sentait constamment le fer et la décomposition. Et la nuit, Camille pouvait entendre quelque chose se déplacer sous le sol, lent et massif, comme des racines traînant des eaux. La floraison centrale colossale changeait. Ses pétales s'étaient repelés en épines dentelées, révélant un noyau noir tisse de veines rouges pulsantes. Le sol autour fumait. Parfois, quand la lune le frappait juste, Camille jurait voir des visages se déplacer dedans cette masse noire, des yeux, des bouches, des fragments des visages des filles, s'ouvrant et se fermant comme des choses piégées sous la glace. Et elle parlait à travers elle maintenant. Les voix montaient, chaque fois qu'elle fermait les yeux. Des fragments de leurs derniers moments rejouant comme des oiseaux piégés battant contre son crâne. Mes mains ne cessent de brûler. Elle dit que c'est un honneur. Je ne peux pas me rappeler le visage de ma mère. Nous sommes encore ici sous les roses. Elle griffa ses bras jusqu'à ce que Lefebvre attrape ses poignets. « Arrêtez !» siffla-t-il, tirant ses mains vers le bas. « Vous n'êtes pas du sol. Elle les a mises en moi. Haleta Camille. »
elles sont en moi en hurlant. Ses yeux s'adoucirent pour un demi-battement de cœur puis se durcirent. Je les ferai taire. Il lui montra la carte qu'il avait dessinée. Des lignes noires marquant le placement de barils d'huile autour des parterres de roses, des croix rouges, où les charges explosives étaient cachées sous les sentiers. Quand la lune du solstice se lève, dit-il, j'allumerai le périmètre. Le feu fera s'effondrer les parterres vers l'intérieur. Les charges enflammeront les racines. Si nous détruisons le cœur, le jardin mourra. Camille regarda la carte. Vous pensez que le feu peut le tuer? Je pense que le feu peut la tuer. Il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu avant. Pas de la colère, pas même de la haine. Quelque chose de plus froid. De la résignation. Il avait arrêté d'essayer de sauver Saulevent. Maintenant, il voulait seulement l'effacer. Cette nuit-là, Camille rêva de la floraison. Elle se tenait au centre du jardin, pieds nus, vêtue de blanc. La rose colossale se dressait devant elle, ouverte comme une bouche noire. Élisabeth se tenait derrière elle, main sur ses épaules murmurant à son oreille. Camille ne pouvait pas bouger. Ses jambes avaient de fusionner en racines, ses bras en branches, sa peau se fendant en pétales tandis que la lumière rouge sortait de sa bouche. Les visages des filles fleurissaient de sa peau comme des roses s'ouvrant toutes à la fois. Elles hurlaient sans son. Quand elle se réveilla, les draps étaient trempés. Ses cheveux étaient pleins de pétales de rose. Elle trébucha dehors, tremblante, et trouva Lefebvre assis sur les marches de la remise, aiguisant sa scie chirurgicale en coups lents et délibérés. Ses yeux étaient creux. Le clair de lune rendait la lame blanche comme de l'os. « Je ne vais pas y arriver », murmura-t-elle. Il ne leva pas les yeux. « Alors je m'assurerai qu'elle n'y arrive pas non plus. » Camille s'affaissa à genoux à côté de lui. « Promettez-moi. Si je commence à changer, vous ne la laisserez pas me planter. » Lefebvre s'arrêta, puis il tendit la main et serra la sienne. Pas doucement, mais comme un homme scellant un pacte. « Je le jure sur mon âme. » Et pour la première fois, Camille vit qu'il le pensait. Loin à travers les champs, le jardin gémissait comme un cœur. La floraison colossale trembla, perdant des pétales qui se dissolvaient avant de toucher le sol. L'air sentait le cuivre brûlant et les tombes humides. Le solstice était à 10 jours, et la chose en elle commençait à se réveiller. La première racine vint à travers le sol à minuit. Camille était éveillée quand elle l'entendit, un craquement lent et éclatant tandis que les planches déformées de la remise se courbèrent vers le haut. Puis avec un son doux et humide, une fine racine noire de l'épaisseur de son doigt poussa à travers le bois. Elle se tortilla aveuglément dans la lumière de la lanterne comme un serpent goûtant l'air. Elle se figea. La racine se tourna vers elle. Elle bougeait avec une intelligence déconcertante, se levant à travers les planches vers où elle était assise, recroquevillée dans sa couverture. Sa pointe se fendit ouverte comme une minuscule bouche noire, révélant des épines pointues lisses de jus. Elle recula en rampant, cœur battant. Lefebvre réagit plus vite. La porte s'ouvrit avec fracas et il entra à grands pas. Son manteau trempé de l'orage, ses yeux creux d'épuisement. Il abattit la scie chirurgicale en un arc net. La racine hurla un gémissement métallique inhumain et recula, projetant du jus noir à travers le sol avant de se retirer dans le trou. Puis silence. Le trou dans le sol fumait faiblement comme scorché de l'intérieur. Lefebvre lâcha la scie, respirant fort. « Il sait où vous êtes maintenant » dit-il. Il ne demanda pas comment il les avait trouvés. Ils savaient tous deux. Camille n'avait pas quitté la remise depuis des jours. Pourtant le jardin était en elle. Il se frayait un chemin de retour vers elle. Lefebvre passa le reste de la nuit à renforcer la structure, martelant des pointes en fer dans le sol, tassant du sel dans les fissures, marmonnant des prières sous son souffle entre les coups. Camille resta tremblante sous sa couverture, le regardant à travers des yeux mi-clos. Les traînées rouges sur sa peau pulsaient fines, mais comme des veines de lumière en fusion. Elle ne lui avait pas dit la pire partie, qu'elle commençait à perdre du temps. Cela avait commencé par des secondes, des moments où sa vision se brouillait, et elle clignait et se trouvait dans un coin différent de la pièce, sans souvenir de s'être déplacée. Maintenant, les pertes de connaissance duraient des heures. Une fois, elle se réveilla pour trouver de la terre sous ses ongles et des pétales éparpillés autour de son corps comme une peau muée. Une fois, elle se réveilla debout au bord de la clôture du jardin, sans souvenir d'y avoir marché. Quelque chose la marchait comme une marionnette. Et chaque fois que cela arrivait, cela ressemblait moins à être prise et plus à revenir. À la 3e nuit, les racines vinrent à nouveau. Elles jaillirent à travers la fondation comme des lances, déchirant les planches en une douzaine d'endroits. La remise trembla violemment. Des clous hurlèrent en se détachant des chevrons. Des vignes noires épaisses comme des poignets fouettèrent l'air, épines luisant comme des aiguilles. Lefebvre lança la lanterne dans la brèche. La flamme rugit à travers les planches. Les vignes reculèrent, hurlant, et se retirèrent dans la terre. Le feu s'éteignit en un instant, étouffé comme une bougie. La fumée s'enroula vers le haut en spirale mince et parfaite. Camille rampa vers Lefebvre, toussant, ses yeux fous. « Il essaye de me ramener. » Il saisit son visage entre ses mains, sa voix tranchante. Il ne peut pas prendre ce qui lutte, mais ses mains tremblaient. Le lendemain, il doubla les charges d'huile autour du jardin. Il tendit des fusées à travers le verger,
enterra de la poudre sous les racines, laqua les haies avec de la chaux vive. Il se déplaçait comme un homme préparant à brûler non un jardin mais un corps, car il connaissait la vérité maintenant. Le jardin n'essayait pas seulement de récupérer Camille, il essayait de la réabsorber. Pendant ce temps, le manoir était devenu silencieux. Aucune lumière ne brûlait aux fenêtres, aucune fumée ne montait des cheminées, les portes d'entrée pendaient ouvertes, des vignes rampant sur le sentier de gravier comme des veines noires. Mais la nuit, la musique commença, douce au début, distante puis plus forte. Une mélodie étrange et chantante jouée sur un instrument invisible, tissant à travers les champs comme de la brume. Camille se réveillait à cela chaque nuit, s'asseyant droite comme un piquet, avec ses yeux flous, ses lèvres bougeant silencieusement comme si elle répétait les mots. Lefebvre la surprit debout pieds nus dehors la remise à l'aube, oscillant doucement à une musique qu'elle seule pouvait entendre. Sa peau luisait faiblement, les traînées avaient atteint sa mâchoire. « Elle vous appelle » dit-il, la traînant à l'intérieur. « Vous répondez. Elle dit que la douleur s'arrêtera » murmura Camille. Sa voix était plate, presque sereine. « Elle dit que je serai partie de tout le monde, plus seule. » Lefebvre serra ses épaules assez fort pour meurtrir. « Vous êtes Camille Laurent ? Vous n'êtes pas à elle. » Elle le regarda comme si elle essayait de se rappeler qui c'était. Cette nuit-là, Lefebvre s'introduisit dans le manoir. Il se déplaça comme un fantôme à travers les halls silencieux, passant des pièces lourdes de la puanteur douce et pourrissante des roses. Les murs étaient craquelés, les sols déformés, comme si la maison elle-même se penchait vers le jardin. Il suivit le son de la musique dans le grand escalier jusqu'au sous-sol. Le laboratoire avait disparu. À sa place reposait une caverne de racines. Le sol s'était effondré, s'ouvrant en un gouffre noir tissé de vignes massives épaisses comme des troncs d'arbres. Elle pulsait d'une lumière rouge lente. Des fioles en verre flottaient dans des flaques de fluide sombre entre les racines, des centaines d'entre elles luisant faiblement comme des étoiles captives. Certaines étaient encraquelées, leur contenu renversé dans le sol qui fumait en l'avalant. Certaines étaient craquelées, des roses jaillissant en douches d'étincelles. Au centre de la caverne se tenait Élisabeth Duval. Elle ne portait plus de robe maintenant, seulement un linceul de vigne vivante lové autour de son corps comme des serpents noirs, épines perçant sa peau pâle. Du sang coulait des blessures en minces ruisseaux, que les vignes buvaient tandis qu'elle pulsait. Ses yeux étaient fermés. Sa bouche bougeait sans son, récitant des mots trop anciens pour avoir des noms. Au-dessus d'elle, suspendue au plafond par des racines noires, pendait une figure, Camille, ou quelque chose en forme d'aile. C'était fait de sol et de pétales et de tissu pâle luisant, son visage encore à moitié formé, yeux scellés, bouche molle. Des traînées rouges pulsaient à travers comme des veines en fusion. Elle tressaillit faiblement comme si elle rêvait. Lefebvre plaqua une main sur sa bouche pour étouffer le son qui sortit de sa gorge. Elle avait fait une copie, une graine de Camille poussée de son sang. La vraie Camille n'était que la coquille. Et au solstice, Élisabeth comptait la planter pour compléter l'échange. Lefebvre s'enfuit dans la nuit, cœur battant l'image brûlant derrière ses paupières comme une marque. Camille était presque partie, et s'il échouait, quelque chose portant son visage fleurirait pour toujours. Le jour du solstice vint enveloppé d'une lumière couleur sang. Le ciel au-dessus de Saulevent brûlait d'un cramoisi rouillé profond, comme si le soleil lui-même avait été noyé dans du jus de rose. Pas de vent, pas d'oiseaux chantants. L'air pendait mort et lourd, trempé de la puanteur tachée de cuivre douce du jardin. Lefebvre se réveilla avant l'aube et savait que c'était ce soir. Il s'assit sur les marches de la remise, aiguisant sa scie chirurgicale en coulant et délibéré, son manteau raide de jus séché, ses mains tremblant seulement quand il se laissait penser. Il avait passé les 3 dernières nuits à lasser le périmètre du jardin avec de la poudre explosive, des bidons d'huile et des fusées courant comme des veines noires à travers le sol. Chaque charge était enterrée profondément, inclinée vers la floraison centrale colossale. Le plan était simple. Il couperait Camille libre, la porterait au-delà du verger et allumerait le périmètre en fuyant. Le feu ferait s'effondrer les parterres vers l'intérieur. Les charges enflammeraient le cœur, et si le jardin bougeait encore, il utiliserait la scie, car Camille lui avait fait jurer. Elle n'avait pas beaucoup parlé dans les 2 derniers jours. Sa voix venait et allait en fragments disjointés, comme si 2 personnes parlaient à travers sa bouche. Parfois elle était encore Camille, tremblante, yeux grands ouverts, murmurant des lignes de vieux poèmes irlandais de son livre comme des prières. Mais parfois elle était quelque chose d'autre, calme, souriant faiblement, sa voix basse et veloutée, chaque mot enveloppé dans la cadence d'Élisabeth Duval. « Elle m'attend ». Cette autre voix murmurait, et le sang de Lefebvre se glaçait. « Les racines sont presque à travers. Ça ne fera pas mal. Je serai sa couronne. » Il avait lié ses poignets au cadre du lit de la remise, avec des bandes de toile pour l'empêcher d'errer dans son sommeil. Elle ne luttait plus. Elle le regardait seulement avec 2 paires d'yeux différentes, papillonnant d'avant en arrière comme une lumière de bougie prise dans un courant d'air. Cet après-midi-là, il revint à son bureau de la Seine-Maritime une dernière fois. Il mit ses affaires en ordre comme un homme se préparant à la mort.
Il brûla les papiers fontaines, le registre, le livre de Sanguine Florum, tout. Les flammes rugirent dans l'âtre. Tandis que le vieux parchemin se recroquevillait et noircissait en cendres, il ne laisserait aucune trace pour que quiconque continue ce qu'Élisabeth avait fait. Puis il écrivit une seule page et la cloua à l'intérieur de sa porte. « Si je ne reviens pas, brûler, saut le vent, saler le sol, ne pleurez pas pour moi. » Il revint au crépuscule. La remise était silencieuse, sauf pour le râle doux de la respiration de Camille. Elle était allongée sur le lit, yeux mi-clos, peau luisant faiblement dans la lumière tamisée. Les traînées rouges s'étaient répandues sur tout son corps, rampant sur son cou, sa mâchoire, ses tempes comme des vignes vivantes gravées dans sa chair. Ses cheveux étaient striés de fils noirs, cassant comme de l'herbe séchée. « Ah, Sébastien » murmura-t-elle. C'était sa voix cette fois, fragile. « Partons-nous » ? « Oui » dit-il. « Ce soir. » Ses lèvres tremblèrent. « Je peux les entendre chanter. »« Je sais. Ils sonnent joyeux. » Il déglutit difficilement. « Ils ne le sont pas. » Elle ferma les yeux. « Promettez-moi que vous brûlerez tout. Je le jure. » Tandis que le dernier soleil coulait, le jardin se réveilla. Cela commença par le gémissement, bas et résonnant, roulant à travers les champs comme le gémissement d'un cœur distant. Les roses se déplacèrent en parfaite unison, leurs pétales noir-rouge s'ouvrant large pour révéler des gorges luisantes de jus. La floraison centrale colossale se déploya comme une plaie s'ouvrant, son noyau noir pulsant de veines de rouge en fusion. Le sol autour fumait, craquelait et saignait. Élisabeth Duval se tenait à sa base. Elle portait une robe de vigne vivante, noires et lisses, épines perçant sa peau pâle en 1000 endroits. Du sang coulait de ses bras, nourrissant le sol. Ses cheveux pendaient lâches et humides sur ses épaules. Ses yeux luisaient d'un cramoisi faible. Elle leva les bras. Le chant monta avec elle. Lefebvre alluma sa première fusée. Elle siffla à travers le verger, disparaissant dans l'herbe comme un serpent brûlant. Il hissa Camille dans ses bras. Elle ne pesait presque rien maintenant. Ses os fragiles, son corps chaud de fièvre. Ses yeux papillonnaient ouverts et fermés. Un moment sauvage, le suivant serein. « Presque là », murmura-t-il. Resté simplement éveillé, tandis qu'il titubait vers la grille du verger, les roses commencèrent à bouger. Des racines déchirèrent le sol comme des serpents noirs levant à travers les champs, déchirant le sol en arcs massifs. Le sol se souleva. Des bidons d'huile explosèrent, tandis que les premières flammes rugirent à travers les haies. Le jardin hurla, un son comme de l'iron hurlant sous l'eau. Camille convulsa dans ses bras, hurlant en 2 voix à la fois. La sienne et celle d'Élisabeth. Elle me tire en arrière. Elle n'est pas à vous. Son corps s'arqua violemment. Ses yeux roulèrent en arrière, luisant rouge. Les traînées sur sa peau flamboyèrent comme du métal en fusion. Le sol se fendit devant eux. Une racine massive de la largeur d'un tronc d'arbre jaillit de la terre, bloquant leur chemin. Des épines goûtant du jus noir qui sifflait où il heurtait le sol. Elle fouetta vers eux comme un fouet. Lefebvre se jeta de côté, serrant Camille contre sa poitrine tandis que la racine s'écrasait sur le sol, fracassant la clôture du verger comme des allumettes. Les flammes rugirent plus haut derrière eux, le jardin trembla, vignes se tordant en agonie. Puis la floraison colossale hurla. Ce n'était pas un son destiné aux oreilles humaines. Il déchira le crâne de Lefebvre comme du verre en fusion, le laissant tomber à genoux. Du sang coula de son nez. Camille devint molle dans ses bras, sa tête basculant en arrière, ses yeux brûlant d'un rouge vif comme des charbons. Et puis elle sourit. Pas son sourire, celui d'Élisabeth. Elle dit que c'est l'heure, murmura-t-elle. Le cœur de Lefebvre se glaça. L'heure de quoi ? De rentrer à la maison. La floraison colossale se fendit ouverte. Un rayon de lumière rouge en fusion jaillit vers le ciel, perçant les nuages noirs comme une lance. L'air devint immobile, silencieux, suffocant. Lefebvre réalisa avec une clarté écœurante qu'il ne se tenait plus sur la terre. Le sol sous ses pieds pulsait comme de la chair, et tous les arbres, les champs, la maison elle-même, se penchaient vers le jardin comme des fidèles vers un dieu. Le monde était devenu rouge. La floraison colossale se dressait au-dessus d'eux, fendue ouverte comme un cœur noir, son noyau noir pulsant de veines de feu rouge. Des veines de feu rouge araignés à travers le jardin, courant le long des racines, tournant le sol en fissures luisantes. Les roses se tordaient, leurs pétales se déchiquetant en nuages de cendres brûlantes. Camille pendait sans poids dans les bras de Lefebvre, son corps tremblant, ses yeux luisants comme des charbons jumeaux, les traînées sur sa peau flamboyaient blanchot, brûlant à travers sa chemise de nuit en minces lignes de lumière searing. Elle souriait faiblement comme un enfant dérivant vers le sommeil. « Elle est presque ici », murmura-t-elle, sa voix superposée à une autre, lisse, riche et terrible, celle d'Élisabeth. Lefebvre tituba vers la dernière fusée. Ses bottes s'enfonçaient dans un sol qui pulsait comme de la chair, chaud et doux, serrant ses pieds comme si le sol lui-même essayait de l'avaler. Des racines tressaillaient, juste sous la surface, claquant comme des tendons. Il alluma la fusée avec des mains tremblantes. Une mince ligne de feu courut vers le parterre central. Lefebvre se tourna pour courir et les racines frappèrent. Elles explosèrent du sol en un flou noir, s'écrasant sur lui comme des lances de fer.
Il heurta le sol dur, le souffle arraché de ses poumons, Camille arrachée de ses bras. Il roula, étouffant, juste à temps pour la voir s'élever, non en se levant mais levée par les racines comme une marionnette sur des ficelles. Elle la berçait doucement, révérencieusement, la suspendant au-dessus de la floraison colossale. Ses bras pendaient mous, sa tête basculait en arrière, ses cheveux flottant en un halo lent. Élisabeth Duval sortit du feu. Elle était plus vigne que femme maintenant. Des vrilles noires lovées à travers sa peau, poussant de ses épaules et de ses côtes, la fusionnant au sol sous ses pieds. Sa robe avait disparu, remplacée par un linceul de rose vivante fleurissant directement de sa chair. Du sang coulait de ses yeux comme des larmes. Pourtant elle souriait. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, docteur, » dit-elle, sa voix portant par-dessus les flammes rugissantes. Elle est la fleur couronne, la culmination de chaque offrande ce soir. Elle s'ouvrira, elle mourra, grogna Lefebvre se forçant à genoux. Elle s'élèvera, siffla Élisabeth. Elle ne pourrira jamais, ne fanera jamais, ne sera jamais seule. Elle portera toute leur voix, et elles la chanteront pour toujours. Camille ouvrit les yeux, ils étaient noirs. Des pétales fleurirent sur sa peau, se levant de ses clavicules, ses bras, sa gorge. De minces ruisseaux de sang coulèrent le long de son corps dans la floraison en attente en dessous. La fleur colossale tremblait comme une bouche vivante. « Aidez-moi » murmura-t-elle, puis plus doucement avec la voix d'Élisabeth. « Enterrez-moi » Lefebvre hurla. Il se lança à travers le feu, l'âme scintillant. La scie mordit dans la racine la plus proche. Du jus noir explosa comme du goudron bouillant. Le jardin hurla, un son comme de l'iron hurlant sous l'eau. Des racines fouettèrent vers lui de toutes directions, s'écrasant sur ses côtes, déchirant son manteau en lambeaux. Mais il continua à couper, hachant, rugissant sans mots tandis qu'il se taillait un chemin vers elle. Élisabeth bougea pour l'arrêter. Elle était rapide, impossiblement rapide, son corps coulant comme une vigne liquide, épines jaillissant de ses bras. Elle frappa comme un serpent, griffes déchirant sa poitrine. Il s'écrasa à genoux, haletant du sang, mais enfonça la scie vers le haut en un arc aveugle. La lame déchira son abdomen. Elle ne saigna pas. Des roses noires jaillirent de la plaie, fleurissant en un instant. Elle hurla, un son qui secoua le sol. La floraison colossale s'ouvrit plus large, une bouche noire flamboyant de lumière rouge. L'air brûlait à respirer. Des racines levées autour de la gorge de Lefebvre, le soulevant du sol. Sa vision se brouilla. Camille pendait juste au-dessus de la bouche de la floraison, flamme rampant les racines qui la tenaient. « Camille !» rugit-il. « Revenez !» Pour un moment elle le regarda, ses yeux papillonnant rouges, noirs, rouges à nouveau, puis s'adoucissant. Ses lèvres bougèrent. « Sébastien !» murmura-t-elle, et elle lâcha prise. Son corps tomba dans ses bras tandis que la dernière fusée atteignait le cœur. La floraison colossale éructa. Le feu la déchira de l'intérieur vers l'extérieur. Des pétales noirs se vaporisèrent en une onde de choc de lumière rouge. Le jardin entier convulsa, hurlant, racines se tordant tandis qu'elles se déchiraient. Le sol se fendit en une douzaine d'endroits, geysers de vapeur et de jus couleur sang éructant vers le ciel. Les fenêtres du manoir éclatèrent. Les haies se désintégrèrent en douches de cendres. Et puis silence. Lefebvre était allongé sur le dos dans le cratère fumant. Camille serrée contre sa poitrine. Le jardin avait disparu. Seul restait un sol calciné, noir et craquelé, fumant au clair de lune. Pas de racines, pas de roses, pas de son. Camille remua faiblement dans ses bras. Sa peau était pâle. Les traînées avaient disparu. Elle ouvrit les yeux, verts, humains et pleins de larmes. « Est-ce que ça a marché ?» murmura-t-elle. Lefebvre regarda autour au loin. « Oui, dit-il. Rien ne vit plus ici. » Camille pleura silencieusement contre sa poitrine. La fumée s'enroula autour d'eux, froide et douce. Loin sous la terre, quelque chose se déplaça une fois, très faiblement, comme un battement de cœur mourant. Puis ce fut parti. Lefebvre la tint jusqu'à ce que le soleil se lève et que les cendres de Saulvan s'envolent au vent.